Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau tête-à-tête. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre Prévert. Bonjour Alexandre. Bonjour Victoria. Merci de nous accueillir chez toi au bord du lac du Bourget. Pour te présenter rapidement, tu es humoriste, poète, mais surtout pianiste. Tu as commencé tout petit. Tes parents t'ont bien sûr inscrit à l'école à 3 ans. Ils t'ont aussi mis sur un tatami de judo et devant un piano. Et à un moment donné, tu as fait un choix. Tu as choisi le piano. Pourquoi ce choix? Alors c'est un choix qui s'est un peu présenté devant moi malgré moi, j'allais dire, parce qu'en effet, comme tout a été à l'initiative de mes parents, tout s'est un peu aussi poursuivi selon leurs souhaits et leur vision des choses, parce que je me suis un peu construit en fait en contradiction et en refus à tout ce qu'ils m'avaient fait faire, et je passais mon temps à dire que ça me plaisait pas, sans proposer en fait d'alternative. Donc vu qu'il fallait mieux faire quelque chose que rien, ils m'engageaient et m'enjoignaient à poursuivre. Et au fil du temps, en effet, comme à 13-14 ans, j'avais ma ceinture noire de judo, j'avais 2 ans d'avance à l'école et j'étais sur le point de rentrer au Conservatoire de Paris au piano. Ils m'ont dit, en gros, tu peux pas poursuivre les trois à ce niveau-là éternellement, il faut que tu fasses des choix. Et comme moi, c'était je sais pas, et bah, ils ont dit, bah, fais le piano. Et j'ai poursuivi comme ça, donc c'était en fait au départ un choix par défaut, et ensuite je l'ai transformé pour me l'approprier et construire mon propre parcours. Et avec un parcours justement assez incroyable, tu l'as dit, tu es passé par le Conservatoire de Paris. Oui. Et aujourd'hui, tu as inventé un style, le stand-up classique. En quoi ça consiste? C'est un mélange entre, ou plutôt on va dire l'union et la rencontre entre la modernité du temps présent et toutes les références qu'on peut avoir d'actualité et la vision du monde d'aujourd'hui, avec tous ces antécédents historiques d'un point de vue philosophique, politique, artistique, qui nous permettent de mettre en fait en confrontation la grande histoire, ce que j'appelle la grande histoire, Baudelaire, Chopin, Apollinaire, Christophe Colomb, Martin Luther King, Rosa Parks et même des penseurs chinois d'avant Jésus-Christ comme Zhuangzi. Et toutes ces personnes-là, toute cette grande histoire, on peut la mettre en relation avec ce que j'appelle nos petites histoires, c'est-à-dire celles d'aujourd'hui, celles qui font le quotidien des hommes et des femmes de notre monde. Et cette rencontre crée beaucoup de situations souvent cocasses, mais souvent amusantes, parce qu'on se rend compte à quel point tout se ressemble et tout se rassemble, et c'est ce qu'a voulu montrer le stand-up classique. Et tu as aujourd'hui déjà, à 24 ans, 4 spectacles à ton actif, dont ce dernier spectacle Où sont passés vos rêves, que tu as joué notamment au Bataclan en 2019. C'était un rêve justement pour toi, le Bataclan? Bah, c'était pas un rêve d'enfant le Bataclan, et c'est devenu un rêve, on va dire, pour des raisons négatives, parce que moi j'étais étudiant à Paris quand il y a eu les attentats du Bataclan, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que bah, j'étais jeune, je suis encore je crois, mais j'étais jeune et parisien, et je me sens très parisien, et même au-delà de ça très attaché à la France. Et quand il s'est passé déjà ce qu'il y a eu à Charlie Hebdo avant, et ensuite le Bataclan et les terrasses, bah, moi j'étais très affecté et très endolori, parce que ça m'a fait beaucoup de mal, et j'ai eu d'ailleurs beaucoup de difficultés à l'admettre et à m'en rendre compte à travers le temps. J'ai traversé une période un peu compliquée suite à ça, et c'est devenu pour moi comme une évidence en fait d'aller jouer ce spectacle Où sont passés vos rêves au Bataclan, parce que ça m'a permis d'apaiser beaucoup de choses et beaucoup de douleurs que j'avais en moi, et le fait de remonter sur une scène, cette scène, pour partager avec une salle pleine toutes les histoires que raconte le spectacle, c'était une façon de me soigner, en quelque sorte, mes petits mots et mes petits problèmes, surtout comparés à ceux qui étaient dans la salle ce soir-là. Mais je l'ai fait avant tout pour moi, et c'est un rêve par défaut, là aussi, en fait, en quelque sorte. Ouais. Est-ce que un artiste comme toi continue de rêver en cette année marquée par cette crise sanitaire? Oui, c'est sûr qu'on doit se réadapter, et que les rêves qu'on avait avant, moi je me souviens, les interviews que j'avais faites avant le confinement ou avant le Covid, je racontais nos perspectives de faire l'Olympia d'ici 2 ans, mon rêve d'un jour jouer au Parc des Princes ou des choses comme ça. Donc c'est sûr que là, ben, je me reconstruis autrement, parce que qui sait ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines semaines on sait un peu, mais les prochaines années on sait encore moins. Et donc j'ai dû trouver d'autres façons de voyager, de m'enivrer, de profiter, de m'amuser. Et c'est en effet un challenge que de continuer à rêver, mais c'est éminemment possible, et ça demande beaucoup de travail et d'exigence. Ce cadre, en tout cas, il nous invite à continuer à rêver. On va en profiter, on va se rapprocher un petit peu plus de l'eau. Alexandre, tu l'as dit, tu t'es adapté à ce contexte, à ces confinements. Ça t'a d'ailleurs inspiré, puisque tu sors aujourd'hui un livre audio, Paroles confinées. Tout à fait. En fait, si tu veux, ce confinement, ce qui m'a fait me rendre compte d'une chose, c'est que se servir de l'histoire et du passé, c'est super en tant que base quasiment philosophique pour comprendre le monde d'aujourd'hui, mais il arrive un moment où le Covid ne peut pas être raconté par justement Baudelaire, Chopin ou Montaigne. Et si on veut porter les fruits de tout ça et les adapter au monde présent,
on a aussi quelque chose à apporter de notre patte et de notre cœur, notre témoignage, notre expérience. Et c'est en tout cas moi le prétexte qu'il m'a fallu pour assumer et oser écrire un peu, parce que j'avais reçu une éducation très humble de ce côté-là, où voilà, on écoutait les autres avant de parler, on attendait d'avoir une certaine légitimité, une certaine expérience avant d'oser dire des choses. Et en fait, j'ai ressenti le besoin, ne serait-ce que pour moi, avant même de penser à l'extérieur, de faire sortir, en gros, d'exprimer mes vérités. Et après, j'ai voulu les partager parce que comme j'ai une communauté de plus de 50 000 sur Facebook, de 20 000 sur Instagram, un public qui me suit depuis très longtemps à travers les tournées, les spectacles dont tu as parlé, etc., naturellement, j'ai partagé ça avec les gens pour qu'aussi ils puissent me faire des retours, qu'on puisse s'enrichir de nos expériences mutuelles. Et ouais, ça m'a inspiré. Ce livre audio, il regroupe des poèmes, des chansons aussi. À nouveau, tu mêles un petit peu tous les arts. Exactement, parce que c'est un peu comme le stand-up classique, si tu veux, qui est né de mon apprentissage de piano auquel j'ai ajouté ma sensibilité littéraire, poétique, philosophique et humoristique pour raconter des histoires. Et là, quand j'ai commencé à écrire des poèmes qui étaient liés à des expériences personnelles, qui étaient liés à des points de vue, des opinions, des sensibilités par rapport à la société, etc., très rapidement, j'ai ressenti le besoin ou l'envie de les mettre en musique pour y mêler et y rajouter des références que j'avais par ailleurs. Je pense à 2001, l'Odyssée de l'espace, donc le film de Kubrick avec la valse de Strauss et Ainsi parlait Zarathustra. Je pense au film Eyes Wide Shut, qui est aussi un film de Kubrick avec la valse de Shostakovich. Donc en fait, très rapidement, tout ce dont je parle a des liens avec plein de choses qui ont aussi fait partie de ma vie et que je ramène par-dessus le texte en musique, en images, et donc ça donne des poèmes et des chansons. Et puis, on ne l'a pas encore dit, mais la poésie, c'est aussi dans tes gènes, oui, puisque tu es parent avec Jacques Prévert, le célèbre poète. C'est de la famille éloignée, en fait, c'est comme un grand cousin, c'est-à-dire que c'était un arrière-grand-oncle, je crois, de mon grand-père. Et donc, oui, on est assez peu de Prévert en France au final, et je me demande si on n'est pas tous au final issus enfin plutôt à l'origine d'une même branche. Mais en effet, oui, la poésie coule quelque part dans les veines dans cette famille. Pour parler encore un peu de ce confinement, enfin de ce contexte particulier, tu t'es aussi adapté en tant qu'artiste en proposant des choses en ligne, notamment ton spectacle et puis des activités, c'est ça ? Exactement, ça a été un peu en deux temps parce que le spectacle, ça je le faisais déjà avant tout ce bordel, j'allais dire, avant le Covid, avant les confinements, parce que mes 4 saisons, mes 4 spectacles complètement différents ont toujours été sur YouTube. Et le quatrième, le Bataclan, où on aurait pu être tenté pour X raisons d'avoir une démarche plus commerciale, ça m'a pas plu, j'ai pas eu envie de ça, on l'a mis comme les autres sur YouTube intégralement, alors que les frais de production, on va dire, étaient autrement plus élevés que les spectacles d'avant, comme chacun pourra le voir s'il va sur YouTube aujourd'hui. Et en effet, par contre, ce que le Covid a permis de faire naître chez moi, c'est la volonté, ce que j'ai appelé moi une contre-éducation, ou un contre-JT de 20h en l'occurrence, puisque là je vais le proposer à la rentrée à chaque jour à 20h sur mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que comme on a une société qui est globalement très angoissée, très paniquée et très dans l'urgence, pour des bonnes raisons, mais aussi pour des mauvaises. Moi, j'ai aussi la volonté à 24 ans de dire que je ne me définis pas comme ce qu'on appelle la génération Bataclan, c'est-à-dire la génération qui a subi les attentats terroristes. Je ne me définis pas comme la génération Covid, c'est-à-dire une génération qui est obligée de se cacher, de se confiner face à une maladie dont on ne sait pas grand-chose. J'ai envie aussi de me définir comme une génération connectée à ses sentiments, à ses émotions, et qui a envie, comme le dit le titre du spectacle, de rêver, de voyager, d'apprendre, de s'inspirer, de se divertir, tout en restant évidemment prudent, conscient et intelligent. Et donc c'est pour ça que moi, je me ressens le besoin pour moi et aussi quelque part pour mes amis et pour ceux qui suivront. J'ai que 24 ans, mais peut-être que je pense déjà à mes enfants ou aux enfants de mes potes ou à mes petits cousins, mon petit filleul, etc. Et je me dis, mais moi j'ai envie de proposer un monde vertueux et un monde sympa où on s'éclate et on s'amuse, et pas forcément un monde de la peur. Et ces animations qui s'articulent autour de ces thématiques toujours très artistique au sens littéraire, philo, mais avec un lien relié à la société, un lien au monde d'aujourd'hui, et elles servent ça. C'est comment est-ce qu'on cherche et on trouve le beau, le bien, le vrai, même maintenant. Et moi je dis, il y en a partout en fait, tout le temps. Donc on fonce. Dans ce contexte anxiogène, tu l'as dit, on a besoin d'un petit peu de douceur, de rêve. On va te suivre non loin d'ici, Oui. Dans la maison familiale. Exactement. Près de ton piano pour un petit peu de douceur, justement. Un peu de musique, un peu de rêve. On y va. C'est parti, Merci. avec plaisir.
C'est magnifique. Qu'est-ce que tu nous as joué, Alexandre? C'était un impromptu de Schubert, qui faisait partie d'ailleurs de ce dernier spectacle où sont passés vos rêves. Qu'est-ce qu'on te souhaite comme rêve encore pour 2021? Je pense que les rêves concrets sont encore à dessiner et à construire. Le rêve général, moi j'ai toujours envie d'être plus libre, plus heureux encore. Fut un temps, c'était déjà être libre et être heureux, parce que je me considérais comme quelqu'un d'assez malheureux et d'assez emprisonné. Et depuis quelque temps, j'ai pu débloquer ce stade-là, donc je m'en réjouis. Et pour 2021 et même pour la suite, j'espère juste pouvoir continuer à conquérir des espaces de liberté et de bonheur. Et ça va passer notamment par les activités dont on a parlé. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à découvrir encore. Et je me réjouis de m'en délecter à l'avance. Donc le projet, c'est vraiment de te consacrer au digital, en fait, à la digitalisation de ton activité. Exactement, c'est de, comme on le disait d'ailleurs hors caméra, c'est de me baser sur ce qui existe déjà aujourd'hui, c'est-à-dire Internet, et de ne pas attendre que ce qui n'existe plus ou que ce qui est mis entre parenthèses, en point de suspension, réexiste. Parce que moi, je souhaite de tout cœur, ne serait-ce que pour le milieu, l'économie, l'industrie, le monde de la culture et des artistes, que ça puisse revenir au plus vite. Mais en tant que personne, je suis obligé de prendre en compte la réalité qui est qu'on n'a aucune garantie. Et que, j'allais dire presque malheureusement, pour bien connaître l'histoire des peuples, des nations et aussi des guerres et des maladies, si pendant 40 ans il faut vivre comme ça, je ne vais pas attendre 40 ans pour me rendre compte que j'aurais pu fonctionner autrement. Donc je me base sur ce que j'ai. Et ce que j'ai, j'allais dire, c'est les gens. Et pour fonctionner avec les gens aujourd'hui, on n'a plus que Internet comme moyen intégral à 100% pour échanger. Donc je vais mener mon activité essentiellement là-dessus. Et je me réjouirai dès que les salles rouvriront, parce que j'espère de tout cœur qu'elles rouvriront, je répondrai présent pour retrouver physiquement toutes ces personnes avec qui j'ai envie de partager tant de choses et qui ont envie, elles aussi, de retrouver ces moments de vie et d'échanges physiques. Mais en attendant, on n'arrête pas de vivre et encore moins de rêver. Et on continuera de te suivre et de rêver avec toi. Merci beaucoup, Alexandre, Merci de nous beaucoup avoir à vous. accueillis. Et on se quitte en musique Allez, un petit avec dernier toi, morceau. avec un petit morceau. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur Vite Mont Blanc.